OK. Alors moi, normalement, dans le contenu que je propose sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de parler de notre rapport à la nature de manière générale, que ce soit envers les animaux ou envers l'environnement. Et quand je me pose la question de pourquoi est-ce que finalement, en termes de société, on s'en fiche un peu du soin aux animaux ou à l'environnement, en tout cas de manière globale, très vite, ça renvoie à la question du soin entre nous. Finalement, c'est assez logique. Parce que quand on parle de rapport aux vivants, on parle de rapport à tous les vivants. Aujourd'hui, je vais dézoomer un petit peu la question du rapport aux animaux et à l'environnement pour focaliser un petit peu plus sur nos rapports entre nous. Et donc aujourd'hui, on va parler du care. Bah non, pas ce care-là. Là, je parle du care. Care, ça veut dire en anglais le soin. Prendre soin, de manière générale, ça peut prendre différentes formes, toutes celles auxquelles vous pouvez penser finalement, hein. Ça englobe à la fois le travail domestique, donc le travail non rémunéré, prendre soin du foyer, prendre soin des enfants, mais aussi les métiers de la santé, donc les médecins, les infirmiers, infirmières, les aides-soignants, ça peut être aussi les psychologues, les auxiliaires de vie. Plus largement, ça concerne aussi les métiers de l'éducation, les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux, et ça englobe aussi les services à la personne, donc typiquement l'aide ménagère, la garde d'enfants. Et ça n'aura échappé à personne que tous ces corps de métiers-là, ce sont des métiers qui sont très majoritairement exercés par des femmes. Si vous voulez un exemple, en 2021, on a près de 90% des infirmières et aides-soignantes qui sont effectivement des femmes. Même dans la médecine, en fait, ça se voit de plus en plus. L'année dernière, pour la première fois, on a plus de femmes médecins généralistes en France que d'hommes. Alors, pourquoi ça? Il y a plein de raisons. C'est parce que les femmes ont le gène du soin, figurez-vous. Non, pas du tout. Ça peut être observé de manière intuitive, mais ça a aussi été théorisé dans les années 80. Dans le cadre d'études sur la morale, des enfants étaient exposés à une sorte de dilemme. Un homme songeait à voler un médicament dans une pharmacie pour sauver sa femme très malade car il n'avait pas les moyens. De manière générale, les garçons encourageaient ce comportement de vol compte tenu de la situation de l'homme, tandis que les filles, de manière un peu surprenante, étaient beaucoup plus mesurées dans leurs propos et cherchaient plutôt à favoriser le relationnel et à trouver des solutions qui ne porteraient préjudice à personne, donc ni au voleur ni à la personne volée. Ces comportements suggéraient donc que les filles avaient tendance à faire preuve d'une grande sollicitude, d'empathie envers les gens et favorisaient l'échange en cas de conflit. Cela révèle par ailleurs la complexité des émotions dont peuvent faire preuve les femmes face à une situation de justice. On en a un exemple très récent avec le témoignage de Magla face à l'emprisonnement de son cyberharceleur. Quand on m'appelle un jour pour me dire « Ah bah il est en prison », et bah j'ai pas eu la satisfaction que je pensais avoir parce que dans ma tête je me suis dit j'ai mis, moi, un être humain en prison, sa vie change par rapport à ça. Oui, je suis heureuse de voir qu'on a été écouté. De l'autre côté, je suis malheureuse de me dire que oui, pour moi je suis écoutée, mais combien de femmes ne sont pas écoutées ? Et aussi, mettre quelqu'un en prison, c'est très particulier. J'ai mis du temps à m'en remettre. C'est plein de petits sentiments qui coexistent, qui sont très compliqués à gérer. La théorie du care a ensuite été retravaillée au fur et à mesure des années, et les chercheurs ont suggéré que ces différences observées entre femmes et hommes relevaient plutôt de rôles sociétaux. De par leur éducation, les filles sont plus encouragées à faire preuve d'empathie, d'écoute et de sollicitude envers leur entourage. Ça se reflète donc historiquement et même encore actuellement dans le travail domestique, mais aussi dans tout ce qui réfère aux soins. Tous les métiers du soin, que ce soit du travail non rémunéré ou rémunéré, c'est pris en charge par des femmes. Mais hormis la médecine, ce sont des métiers qui sont, pour ne pas dire précaires, au moins extrêmement difficiles à exercer. C'est des professions où on travaille à flux tendu, avec des horaires assez exorbitants. Donc ce ne sont pas des métiers valorisés, mais ce sont des métiers qui sont quand même indispensables. Et ça, on le voit surtout dans les moments de crise. Donc typiquement, la crise du Covid-19. Ces gens-là, ce sont des corps qui sont utilisés, qui sont, on peut le dire, quasiment exploités jusqu'à l'épuisement. Et en fait, on voit que c'est une dynamique qu'on retrouve aussi finalement dans la manière dont on gère l'environnement. Notre environnement aussi nous prodigue des services. En écologie, on parle de services écosystémiques. Les services écosystémiques, c'est tout ce dont peuvent bénéficier les humains de manière directe ou indirecte. En gros, c'est tout ce qui va nous permettre de nous nourrir, nous abreuver, nous chauffer et aussi nous détendre, nous calmer. Vous prenez le RER pour aller faire votre séance d'escalade à Fontainebleau, que vous partez au ski là, au mois de février, ou à la mer en été, ou tout simplement que vous sortez balader votre chien en forêt le soir ou le week-end, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez faire grâce
grâce à la nature, grâce à l'environnement. On parle vraiment scientifiquement, on parle de service rendu. Bien sûr que vous, en tout cas très probablement, si je suis tombée dans votre algorithme, vous êtes quelqu'un qui est plus ou moins sensible à l'environnement, aux animaux, aux autres, et qui considère normal qu'en fait on valorise des comportements d'attention, de soins, de solidarité, sauf que dans les politiques qui sont menées, les prises de décision gouvernementales, les réglementations, on est totalement dans des dynamiques d'exploitation, en fait, de manière générale. On ne fait pas attention à nos ressources, on ne fait pas attention aux êtres vivants qui nous entourent. On prend comme si, en fait, notre planète, c'était pas la planète Terre, mais la planète Mary Poppins, tu vois, où en fait, on prend dans le sac, il y a toujours un truc qui sort, tu vois, et on sait pas pourquoi, c'est un puits sans fond. Et je pense que maintenant, on est tous plus ou moins conscients de ce qui se passe. Typiquement, dans les océans, je crois que 40% des stocks, ce qu'on appelle les stocks, donc des espèces qu'on consomme de poissons, sont surexploitées. On crée des déséquilibres globaux. Si on surexploite une espèce de poisson, en fait, c'est pas que nous que ça impacte, ça va impacter toute la chaîne derrière. Donc les prédateurs des fonds marins qui vont aussi habituellement se nourrir de ces espèces-là vont être en danger aussi, et ça va perturber tout l'écosystème, même les espèces qui ne nous intéressent pas. C'est pareil pour les forêts, bon ça c'est pareil, la déforestation tout le monde connaît. En gros, toutes les minutes, on détruit l'équivalent de 10 terrains de football de forêt. Et depuis les années 90, on a perdu l'équivalent de 7 fois la France. Donc on détruit nos océans, on détruit nos forêts. C'est les deux gros pôles de puits de carbone, surtout les océans. On est en train de littéralement s'asphyxier finalement, parce qu'on dérègle les systèmes qui permettent de capturer le CO2, de produire l'oxygène. Et puis on détruit la biomasse autour de nous. Depuis les années 70, on a perdu plus de 70% de notre biomasse. 95% des mammifères qui se trouvent sur notre planète, c'est nous et les animaux d'élevage. Et tout le reste, ça représente que 5% des mammifères. On est vraiment en train de tout épuiser. Et in fine, c'est nous que ça va impacter, voire que ça impacte déjà. Et vous savez qui sont les premières victimes des catastrophes naturelles et de cette surexploitation? Ce sont les femmes et les enfants. Au niveau mondial, on a plusieurs chiffres comme ça qui sont ressortis après des drames, en fait, des catastrophes naturelles. Dans les années 2000, il y a eu plusieurs cyclones en Asie. On a, je crois, au Bangladesh en 2007, un cyclone qui est survenu. 80% des victimes de ce cyclone étaient des femmes. Et en Birmanie, l'année d'après, il y a eu aussi un cyclone. Et je crois que c'était 60% des victimes qui étaient des femmes et des enfants. Alors pourquoi ce sont les femmes les premières victimes? Il y a plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'au rang mondial, c'est 60 à 80% de femmes qui s'occupent des productions agricoles, sans pour autant être propriétaires des terres. C'est des personnes, les femmes, qui sont assignées à des travaux agricoles domestiques, plutôt locaux, et qui donc sont les premières à être victimes des catastrophes naturelles, parce qu'elles ne peuvent pas fuir facilement, elles s'occupent des personnes vulnérables, donc elles sont sur place. Il y a des études qui ont estimé que les femmes et les enfants étaient 14 fois plus susceptibles d'être victimes du dérèglement climatique que les hommes. Tout comme les femmes sont en première ligne dans les soins et la santé en cas de crise d'un pays comme le Covid, les femmes sont aussi les premières victimes humaines des catastrophes naturelles. Et d'ailleurs, petit aparté, savez-vous actuellement qui s'occupe de ces questions environnementales, des métiers environnementaux, des métiers de soins animaux? Eh bien, ce sont les femmes. Mais non! Mais hasard de dingue! Les métiers vétérinaires, par exemple, ce sont très majoritairement des femmes qui les exercent. Pareil pour les assistants vétérinaires. Je pense que pour les soigneurs animaliers, c'est un peu la même chose. Pour les métiers verts, en revanche, on a une très grande majorité d'hommes, sauf que ce sont des métiers qui sont concentrés sur l'aménagement du territoire. Par contre, si vous regardez les métiers verts, plutôt orientés gestion sociale et environnement, là, pour le coup, les femmes sont très représentées. En fait, c'est tout ce qui va être lié à la qualité de l'environnement et à la santé. En fait, tous ces chiffres, ça montre pas que les hommes ne sont pas attentifs et ne sont pas empathiques envers les gens, envers les animaux, envers l'environnement. Et on le connaît, le daron qui a refusé d'adopter un chien pendant des années, puis le jour où le chien est arrivé dans la maison, c'est devenu son meilleur pote. Même sur les réseaux sociaux, on voit plein de youtubeurs qui prennent la parole sur la cause animale, sur des refuges, sur leurs histoires d'adoption avec des animaux abandonnés. Après, ces contenus-là, c'est pas le centre de leur chaîne. Ils font du divertissement et puis c'est un nice to have à côté. Ça ajoute au capital sympathie. Alors ça n'enlève rien à la sincérité qu'ils peuvent éprouver par rapport à ces causes-là. Ce que je veux dire, c'est qu'ils prennent la parole de manière ponctuelle sur ces sujets-là, mais ça n'en fait pas des porte-parole de la cause animale ou de l'environnement ou de l'écologie. Et après, on a aussi des hommes militants
qui prennent la parole beaucoup sur la sphère publique. En fait, tout ça, c'est des observations qu'on peut faire dans nos algorithmes des réseaux sociaux, mais moi j'ai envie de voir les dynamiques globales. Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'on parle, mais en attendant, quand on dézoome un petit peu et qu'on regarde les chiffres, globalement, quand on parle d'animaux et d'environnement, c'est plutôt les femmes qui vont se retrouver dans les métiers liés aux soins, et par contre, tout ce qui va être antagoniste, de la chasse, la prédation, ça va être des hommes. La chasse, par exemple, est très majoritairement représentée par les hommes. Je crois qu'en 2023, c'était 97% des licenciés. Pareil, dans les chiffres de l'IFOP, on voit que les hommes consomment 2 fois plus de viande rouge que les femmes. C'est des choses qui renvoient à l'image de la masculinité. J'aime me battre. Après, ça n'enlève rien au fait qu'effectivement, oui, il y a des hommes qui sont attachés à leurs animaux, qui sont sensibles à la cause environnementale, animale, etc. C'est juste que ce sont des comportements qui sont plus timides à l'échelle de la société. Il y a plusieurs études qui tournent autour du comportement des hommes et de leur attachement à leurs animaux et qui montrent que les hommes tendent à minimiser ou à masquer leur attachement, par exemple, envers leurs chiens, pour préserver une image de masculinité. Il y a une autre étude aussi que j'ai trouvée intéressante d'une chercheuse qui a un peu décortiqué les contenus, vous savez, des influenceurs véganes, végétariens, et qui a suggéré que les hommes qui proposaient ces contenus justifiaient beaucoup plus leur régime alimentaire par la performance physique, la santé, le sport, plutôt que la sensibilité animale. Sociétalement, ils vont plus être entraînés à faire preuve de froideur, on va dire, de manière générale, et notamment de choisir des métiers froids, des métiers techniques à responsabilité, beaucoup moins orientés soins. Les hommes expriment moins leur attachement pour les animaux, pour l'environnement. Et s'ils l'expriment moins pour préserver une image virile masculine, c'est que l'environnement, la nature, le soin des animaux, c'est très 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 rattaché à la féminité et aux femmes. En effet, la femme a toujours été, d'une manière ou d'une autre, associée à la nature, à l'environnement, notamment par le biais de la fécondité, la fertilité. Caroline Merchant, c'est une philosophe américaine qui a un peu théorisé cette association-là, ce lien-là, donc à la fin des années 90. Donc elle remonte un peu le cours de l'histoire en essayant de comparer la manière dont on traite la nature et l'environnement et la manière dont on traite les femmes. De l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle, bon, déjà la religion elle est assez omniprésente et tout est un peu imbriqué. En fait, le vivant c'est un tout dans lequel l'humain s'inscrit, et notamment le langage qui est lié à la terre, au vivant, est très lié au féminin. Vous savez, on va parler de terre-mère, de terre nourricière, et donc on ne mutile pas un corps nourricier, on respecte le vivant qui nous nourrit. Et par la suite, notamment avec les discours de Descartes ou de Bacon, il y a une dualité globale qui va s'installer. Religion, science, homme, animal, culture, nature, sauvage, civilisé. Ça vient en fait avec les méthodologies scientifiques, on essaye de simplifier les choses pour mieux les comprendre, pour mieux les contrôler. Selon Caroline Merchant, c'est donc à cette époque-là que la nature va être objectifiée vraiment. On va se mettre à distance de la nature, on va la découper, on va l'isoler comme si c'était une matière inerte, presque mécanique, presque une machine qu'on peut étudier pour comprendre un peu comment ça fonctionne, et vraiment se distancer de la nature, et donc on va commencer aussi à l'exploiter un peu plus. Le langage aussi évolue, hein. Avant on parlait de terre-mère, de terre nourricière, là on va parler de terre vierge, de pénétrer les secrets de la nature. Super classe. Le choix des mots, c'est intéressant de voir qu'on utilise beaucoup plus à partir de cette époque-là le langage de la contrainte, de l'expérimentation, du contrôle. On avance un peu dans le temps et on arrive au 19e siècle. C'est un peu l'époque où on a les phénomènes d'industrialisation, voire de mondialisation, d'industrialisation un peu partout, avec les machines à vapeur, les trains, bientôt l'automobile aussi. Donc on continue en fait d'exploiter l'environnement, mais le regard sur les animaux va commencer à changer un petit peu. C'est à cette époque qu'on voit apparaître les premières associations de protection animale. Historiquement, je crois que la première c'est en Angleterre, c'est la Société de prévention de la cruauté envers les animaux. 20 ans plus tard, la SPA a été créée en France. Il me semble que c'est à cette époque qu'on commence à voir, en tout cas dans les maisons bourgeoises, des animaux de compagnie. Ça se généralise un peu plus. Il y a aussi l'essor de l'automobile qui fait qu'on va de moins en moins utiliser aussi les voitures attelées avec des chevaux. Quelque part, ça commence à faire des déclics. Et il faut savoir que dans ces sociétés-là, en tout cas pour la SPCA en Angleterre, la moitié des donateurs, c'était des donatrices, c'était des femmes. C'était des femmes bourgeoises.
Alors, elles n'avaient aucun pouvoir décisionnel, parce que ça reste des femmes quand même, faut pas déconner. Les responsables et les décisionnaires dans ces associations-là, ça restait des hommes. Et pareil, à la SPA en France, il y avait des donatrices assez connues. Là, par exemple, Rosa Bonheur, qui était très attachée aussi à la cause animale. Donc en fait, dès le 19e siècle, la cause animale était une question, notamment soulevée par les femmes. C'est aussi l'époque où on va voir émerger les premières universitaires, les premières femmes qui vont avoir accès timidement aux études supérieures, à l'université, notamment en biologie et en chimie. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que là où les hommes étudiaient la nature à distance, vous savez, en considérant en fait la nature comme une machine à démonter et à étudier, les femmes vont commencer à proposer des sujets d'études sur l'impact de l'industrie, sur l'environnement et sur la santé des gens. Voilà, il y avait les premiers produits toxiques qui étaient déversés sur les sols, il y avait des liens sur la santé des populations, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Les premières scientifiques officielles, entre guillemets, ont commencé à mettre ces sujets-là sur la table et finalement à replacer l'humain dans le tissu du vivant. Bon, ensuite on a encore, on a la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, et dans les années 70-80, on commence à voir popper un peu partout dans le monde, et de manière assez indépendante, des mouvements féministes qui remettaient en cause l'exploitation de la nature, la militarisation aussi du monde, notamment avec le nucléaire, et la domination des femmes, notamment leur devoir de maternité. Donc c'est les premiers mouvements écoféministes qui apparaissent. Alors ce mot écoféministe, il a été émis, je crois pour la première fois, par Françoise d'Aubonne, donc en France, c'est une essayiste philosophe française, qui avait un sacré caractère, qui a fait tout un tas d'actions, que je ne vais pas détailler totalement ici, mais je vais vous en donner une. Elle a fait un appel à la grève de maternité pendant 1 an, pour les femmes qui étaient en âge de se reproduire, donc elle suggérait aux femmes d'arrêter pendant 1 an. Donc Françoise d'Aubonne, elle a théorisé le fait que la domination de l'homme sur la femme a commencé durant l'époque du néolithique. C'était la période où on maîtrisait l'agriculture, on était plus sédentarisé et où l'homme a commencé à maîtriser l'élevage. Et pour elle, à partir du moment où l'homme a compris qu'il pouvait contrôler la reproduction des animaux qu'il mangeait, il pouvait aussi comprendre comment sa propre reproduction fonctionnait et donc contrôler plus ou moins la reproduction des femmes. Là où avant la maternité c'était quelque chose de abstrait quoi, et de mystérieux. Voilà, en tout cas ça c'est la théorie de Françoise d'Aubonne. Il y a aussi dans d'autres pays des communautés qui ont commencé à se soulever aussi. Par exemple dans les années 60, le Kenya a pris son indépendance et suite à ça a commencé à faire de l'exploitation massive des sols pour produire du thé et du café pour l'export. Sauf que ça a forcément entraîné des déforestations massives, de l'érosion des sols et surtout ça a complètement impacté les communautés qui vivaient en fait de ces forêts. Ça a éloigné les ressources notamment en eau. Donc on a une femme qui s'appelle Wangari Maathai qui est une scientifique, professeure en médecine vétérinaire, qui a initié le mouvement de la ceinture verte au Kenya pour permettre de former des femmes à la foresterie et de leur permettre de replanter des arbres autour des communautés et de pouvoir se réapproprier en fait leurs terres et d'en vivre. Depuis 1977, on a plus de 50 millions d'arbres qui ont été plantés, plus de 30 000 femmes qui ont été formées à la foresterie grâce à cette femme et à ce mouvement. On a aussi le mouvement assez connu du Chipko en Inde. C'était pareil, une communauté de femmes qui géraient la foresterie alentour, qui en dépendaient, et des sociétés qui voulaient en fait se réapproprier les terres déforestées pour exploiter en fait le bois, pour créer je crois que c'était de l'équipement sportif ou agricole. On a des femmes qui se sont insurgées, notamment Vandana Shiva qui fait partie de ce mouvement-là. Et le but de ce mouvement, c'était de montrer justement à quel point ces communautés étaient interconnectées avec la forêt qui les entourait, elles en dépendaient, elles en vivaient, c'était leur environnement, leurs repères, leurs ressources. On ne sépare pas la nature de l'homme, on ne sépare pas la forêt de la population, c'est un tout interdépendant, c'était un mouvement non violent qui a été à succès. Donc c'est toute cette histoire et toutes ces observations qui ont été faites par différentes femmes, des femmes au foyer, des scientifiques, des essayistes, des activistes, des travailleuses agricoles dans des communautés, qui ont fait monter ces réflexions-là dans différentes régions du monde pour essayer en fait de protéger les ressources, l'environnement, protéger les populations aussi, la santé des populations. Alors après l'écoféminisme, c'est pas vraiment un mouvement en soi, il n'y a pas de doctrine écoféministe et je crois qu'il n'y a pas de volonté d'en faire non plus.
En fait, le but de l'écoféminisme, c'est non pas de reconsidérer la place de la femme et de l'environnement dans la société et dans le système, mais de changer le système, de replacer l'humain dans le tissu du vivant, c'est-à-dire que le but finalement, c'est d'abolir toutes les dominations que peut avoir l'homme sur les femmes, les animaux, l'environnement, les personnes vulnérables. Le colonialisme, c'est un mouvement d'émancipation collective. Notre système ne fonctionne plus. On arrive à épuisement. Les femmes, reléguées à la fois en première ligne et au second plan, ont vécu cet essoufflement au fil des époques et ont pris la parole dès qu'elles l'ont pu. Elles ont lutté et luttent encore aujourd'hui pour nous éviter l'asphyxie au prix de leur propre souffle. Leurs travaux, leurs actions, leurs paroles constituent notre héritage aujourd'hui. Alors on peut avoir des opinions, des sensibilités, des intérêts différents, mais une chose est sûre, tout le monde a besoin de se nourrir, de se chauffer, de se soigner, de s'éduquer et de se divertir. Je pourrais conclure cette vidéo en vous souhaitant poliment de prendre soin de vous et de vos proches, de profiter tant que ça dure, avant de vous laisser emporter par les algorithmes et le quotidien, et en attendant que quelqu'un fasse une meilleure proposition et tente d'arranger les choses, mais ce n'est pas suffisant. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en février 2026, et plusieurs villes en France sont sous l'eau. Tous les problèmes, toutes les actualités qui nous inquiètent sur les réseaux sociaux ou à la télé, pour moi, c'est un peu comme ces inondations. On les regarde de loin, à travers les écrans, et ça finit par s'infiltrer dans nos vies. On voit l'eau monter dans les champs, mais tant qu'on peut rouler, on n'y prête pas vraiment attention. On râle après la pluie en attendant les prochains rayons de soleil. Jusqu'au jour où la route est bloquée, jusqu'au jour où l'eau s'infiltre dans nos maisons, nous bloquant à l'intérieur, et quand l'eau se retire, elle laisse de la moisissure sur les murs, dont on met des années à se débarrasser. Ce qui se passe dans le monde, ça touche peu à peu chacun et chacune d'entre nous. Ça impacte notre travail, nos études, nos liens, nos passions, notre environnement et même notre santé. Bercés par les algorithmes, dépassés par les événements, par un monde trop grand pour nous, on sature et on s'enferme. Mais nos maisons sont trop hermétiques. On s'est barricadé avec des bâtards d'eau pour éviter les inondations et on s'est rendu compte qu'on s'était emprisonné par la même occasion, seul. On a sérieusement besoin de liens. On a vraiment besoin de remettre le care au centre. Évidemment que c'est dur, parce que c'est pas permis aujourd'hui dans le monde occidental. C'est normal de se sentir écœuré, épuisé, impuissant. Prendre soin de notre monde, c'est comme nager à contre-courant. Mais plutôt que de se laisser submerger, on pourrait changer le cours de l'eau. On a besoin de vivre. On a besoin de participer au monde, de toutes les manières qu'on peut. Souffler quand on en a besoin, prendre le relais quand il faut, continuer de s'exprimer ou au contraire, laisser de la place aux personnes qu'on entend moins. Le constat est clair, mais la suite reste encore à imaginer. La bonne nouvelle, c'est qu'en écrivant chacun et chacune notre propre histoire, on apporte un paragraphe de plus au chapitre collectif de notre grand roman choral. Alors oui, évidemment, je vous souhaite de prendre soin de vous et de ce qui vous entoure, mais je vous souhaite aussi de redevenir le personnage principal de votre vie, d'ouvrir l'œil sur les quêtes secondaires et surtout de retisser une toile. Car dans les livres, en tout cas dans les bons, les héros ne réussissent jamais seuls.